Le 12 mai 2003 à 10 heures du matin, sur un chantier de démolition à Neuilly-sur-Seine, un engin de chantier s'est brusquement arrêté. Le godet de la pelleteuse venait de creuser à 1,50 m de profondeur. Au milieu des débris de ciment, des fragments d'os blanchâtres sont apparus. Le chef de chantier a immédiatement ordonné l'arrêt des travaux. « Il y a quelque chose ici !» a-t-il crié. Les ouvriers se sont précipités. La police est arrivée, suivie de près par la brigade scientifique. Alors qu'il dégageait délicatement la terre, un squelette complet a émergé. Le crâne portait des traces de fractures nettes, comme s'il avait été frappé par un objet contondant. Des lambeaux de vêtements étaient mêlés à la terre. À en juger par l'état du tissu, la personne avait été enterrée là depuis au moins 10 ans. C'est ancien, ça doit faire plus de 10 ans. La déclaration d'un des techniciens a jeté un froid sur le chantier. La police a immédiatement entrepris de retracer l'historique de cette grande maison de maître. Et ils ont découvert un fait stupéfiant 14 ans plus tôt, en 1989, la disparition d'un jeune homme de 28 ans qui vivait dans cette maison avait été signalée. À l'époque, la police avait enquêté pendant 3 mois sans trouver le moindre indice. L'affaire avait été classée comme une fugue d'adultes et était restée non élucidée. 14 ans plus tard, une comparaison ADN a été lancée avec les ossements découverts sous terre. 3 jours après, les résultats sont tombés. C'était une correspondance parfaite. La mère qui attendait son fils depuis 14 ans s'est effondrée en apprenant la nouvelle au commissariat. « Mon fils, il était là depuis 14 ans. » Sa voix tremblait. Mais cette affaire cachait une vérité encore plus choquante. Pourquoi ce jeune homme avait-il disparu en 1989 ? Il s'appelait Louis Moreau, un étudiant brillant major de sa promotion à la faculté de droit de la Sorbonne. Il venait de passer le très sélectif concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature ENM. Au moment de sa disparition, il ne lui restait que 3 jours à attendre avant la publication des résultats finaux. Tout son entourage était convaincu de sa réussite. Louis sera évidemment reçu, disaient ses professeurs à l'université. Ses camarades d'études affirmaient « pour lui c'est dans la poche ». Pourquoi un jeune homme sur le point de réaliser son rêve de devenir magistrat aurait-il soudainement disparu ? En 1989, la police avait conclu qu'il avait fui de son plein gré, incapable de supporter la pression « concours ». Ce n'était pas un cas sans précédent. Il arrivait que des candidats sous l'effet d'un stress extrême juste avant les examens disparaissent sans laisser de traces. Sa famille l'avait cru aussi, ou plutôt elle voulait le croire. Notre Louis reviendra bientôt. Il rentrera dès qu'il aura retrouvé ses esprits. C'est ce que son père se répétait chaque jour en attendant son fils. Mais Louis n'est jamais revenu. 1 an a passé, puis 5, puis 10. En 2002, le père est décédé sans jamais avoir revu son fils. Et l'année suivante, en 2003, lorsque les engins de chantier ont commencé à creuser la terre, la vérité a enfin éclaté. Louis n'était pas parti. Il était enterré là, à 1,50 m de profondeur, sous le sol en ciment de la cave de la maison qu'il foulait chaque jour. Depuis 14 ans. Sans la démolition de la maison, si les engins de chantier n'avaient pas creusé à cet endroit précis, il n'aurait pu être jamais été retrouvé. Alors qu'il a enterré là, en 1989, 4 personnes vivaient dans cette maison, les parents et leurs 2 fils. Louis le cadet disparu et son frère aîné Julien. Julien, diplômé de l'université Paris-Dauphine, en gestion travaillait comme agent immobilier. Il avait 32 ans à l'époque, 4 de plus que son frère. La première personne sur laquelle la police a porté son attention fut justement ce frère. Car en 1989, lors de la disparition, la dernière personne à avoir vu Louis, selon son propre témoignage, était Julien. « J'ai vu mon frère sortir le matin du 30 et 1 octobre. Quand je lui ai demandé où il allait, il m'a répondu qu'il voulait être seul. » C'est ce que le frère avait déclaré à l'époque. En mai 2003, la police a de nouveau convoqué Julien. C'était la première fois en 14 ans. Il est arrivé au commissariat avec une expression impassible. « Monsieur Moreau, le corps de votre frère a été retrouvé dans la cave de votre ancienne maison. » Le visage de Julien s'est figé. « Pardon, où étiez-vous lorsque votre frère a disparu en 1989 ? » « J'étais à la maison. » « Je l'ai déjà dit à l'époque, n'est-ce pas ? » La réponse de Julien était identique à celle d'il y a 14 ans. Mais cette fois, c'était différent. La police ne s'est pas contentée de sa déclaration. Ils ont commencé à enquêter de manière approfondie sur son entourage, son travail, sa maison et tout ce qui pouvait être lié à l'affaire 14 ans plus tôt. En octobre 1989, un jeune homme à 3 jours de la publication des résultats du concours de la magistrature a disparu.
Sa famille croyait qu'il reviendrait. La police a conclu à une fugue. Mais 14 ans plus tard, il a été retrouvé sous le ciment de la cave familiale. Qui l'a enterré là? Pourquoi personne n'a rien su pendant 14 ans? Le frère ne savait-il vraiment rien? Et que s'est-il réellement passé dans cette maison en 1989? Avant de commencer le récit, un court instant. Si vous vous abonnez et aimez cette histoire, cela nous aidera énormément à vous en raconter d'autres. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire pour nous dire de quelle région vous nous écoutez. Nous saluerons chaleureusement chacun d'entre vous. L'histoire commence maintenant. Le 15 octobre 1989, l'agitation régnait dans la grande maison de maître de Neuilly-sur-Seine. Julien Moreau avait étalé sur la table de la salle à manger les brochures qu'il avait récupérées à l'agence de voyage. C'était un séjour d'1 semaine sur la Côte d'Azur. Un forfait de 8 jours et 7 nuits. Papa, pour tes 60 ans, il faut marquer le coup. Le père a fait un geste de la main. Allons, pourquoi fêter ça en si grande pompe? On peut très bien faire quelque chose de simple à la maison. Mais Julien n'en démordait pas. Non, vous avez travaillé dur toute votre vie. Pour une fois, vous méritez de vous reposer pleinement. Maman sera ravie aussi. À côté, la mère a eu les yeux qui brillent. La Côte d'Azur, je n'y suis jamais allé. Alors c'est réglé. Maman est partante. Julien a souri radieusement. Le père, après un moment d'hésitation, a hoché la tête. Bon, si tu y tiens tant. Louis, tu veux venir avec nous? Louis, qui étudiait dans sa chambre, a passé la tête par la porte. Non, je dois étudier. Les résultats du concours ne vont pas tarder. Louis avait 28 ans. Major de sa promotion en droit à la Sorbonne, il venait de passer le concours de la magistrature. C'était sa 2e tentative. La première fois, 1 an plus tôt, il avait échoué. Mais cette année, c'était différent. Ses notes aux examens blancs étaient excellentes et l'oral s'était bien passé. C'est quand la publication des résultats, le 30 octobre. Parfait, on rentrera juste à temps pour voir ça tous ensemble. À ces mots de son père, Louis a répondu avec un sourire. Je vais tout faire pour être reçu, ce sera mon cadeau pour tes 60 ans, papa. C'est bien, mon Louis, je suis sûr que tu vas réussir. Les rires de la famille emplissaient le salon. Julien observait la scène en silence. Son regard était complexe. Les 2 frères avaient toujours été comparés. Julien était diplômé de Dauphine en gestion. Un bon diplôme certes, mais à la maison on ne parlait que de son frère. Louis est major de la Sorbonne. Ses professeurs ne tarissent pas d'éloges sur lui. Louis va réussir le concours cette année. Julien aussi menait sa vie avec application. Après ses études, il avait lancé son agence immobilière et gagnait confortablement sa vie. Mais son père ne semblait pas le voir. « Julien, tu aurais dû faire comme ton frère, pousser un peu plus les études. » Son père ignorait à quel point ces mots le blessaient. Le 20 octobre, les préparatifs du voyage ont commencé pour de bon. La mère a commencé à faire les valises. Le père, excité par ce voyage inattendu, avait l'air ravi. « Julien, merci beaucoup. C'est la première fois qu'on fait un voyage comme ça. Mais de rien, profitez-en bien. » Julien a tendu à ses parents l'itinéraire du voyage. Départ le 24 octobre. Retour prévu le 1er novembre. On part 1 semaine entière, la maison ne va pas être un problème. Louis est là, et je passerai de temps en temps. D'accord, Louis ne cause pas de soucis à ton frère. Louis, sans lever les yeux de son livre, a répondu « Oui, ne vous inquiétez pas. » Le matin du 24 octobre est arrivé. Les parents ont fait leur bagage dès l'aube. Le taxi est arrivé à 6 heures. Louis mange bien, hein? Oui, maman. Et ne travaille pas trop. Entendu. Julien est également sorti pour leur dire au revoir. Papa, maman, bon voyage. Il fera beau sur la Côte d'Azur. Oui, merci. Le taxi a démarré. Les parents ont agité la main et les 2 frères leur ont répondu de même. Une fois la voiture disparue au bout de la rue, Julien est rentré lentement dans la maison. Louis s'était déjà retourné dans sa chambre et avait rouvert ses livres. La maison était silencieuse. La demeure de Neuilly-sur-Seine s'étendait sur un terrain de 2000 mètres carrés. C'était une maison de maître sur 2 étages avec une grande cave. La cave servait principalement de débarras. De vieux meubles et toutes sortes d'objets s'y entassaient. C'était un endroit où la famille ne descendait presque jamais. Cet après-midi-là, Julien est descendu à la cave. Il a lentement descendu les marches poussiéreuses. Il a allumé la lumière. Une faible lueur éclairait l'espace. Julien a regardé les boîtes empilées dans un coin. Elles contenaient ses diplômes et récompenses de son enfance. Il a ouvert une boîte. Julien Moreau, délégué de classe. Julien Moreau, prix du concours de dessin. Julien Moreau, tableau d'honneur. Dans son enfance, Julien aussi était un enfant félicité. Mais tout a changé après la naissance de son frère.
Son frère était plus intelligent, plus brillant. Julien a refermé la boîte, puis il a lentement inspecté la cave. Le sol était en vieux ciment, il était fissuré par endroits. Julien est resté là un long moment. À quoi pensait-il? Personne ne le savait. Le 25 octobre au matin, Louis s'est levé tôt comme d'habitude. Il a fait sa toilette et s'est assis à table. Il a pris un petit déjeuner simple, des tartines et un café au lait. Julien n'était pas visible. Il devait faire la grasse matinée. Après son repas, Louis est sorti vérifier la boîte aux lettres. Il a ouvert le portail et la boîte. Il y avait quelques journaux et des prospectus. Il les a pris et est rentré. Sans qu'il le sache, son frère Julien l'observait depuis la fenêtre du premier étage. Le regard de Julien était sombre. Dès que son frère est rentré, il a rapidement descendu les escaliers. Il a ouvert doucement la porte d'entrée et est retourné à la boîte aux lettres. Il a vérifié l'intérieur et il a trouvé une enveloppe. Les mots « Ministère de la Justice » étaient clairement imprimés dessus. Le destinataire était Louis Moreau. La main de Julien tremblait. Il a regardé autour de lui. Il n'y avait personne. Il a pris l'enveloppe et il l'a délicatement ouverte. À l'intérieur se trouvait un document d'une seule page. Concours de l'École nationale de la magistrature, notification de la liste des admis. Les yeux de Julien ont parcouru le document. Louis Moreau, admis. À cet instant, le visage de Julien s'est durci. Son frère avait réussi. À 28 ans, à sa deuxième tentative, il avait réussi le concours de la magistrature. Julien a remis le document dans l'enveloppe et il l'a glissé dans sa poche. Il n'est pas rentré dans la maison. Il a pris sa voiture et est parti quelque part. Personne ne savait où il était allé. Le soir du 25 octobre, Julien est rentré à la maison. Louis était toujours en train d'étudier dans sa chambre. « Julien, tu as dîné ?» a demandé Louis en ouvrant la porte. « Ah oui, j'ai mangé dehors. »« D'accord, moi je me suis fait des pâtes. Bien, continue à bien travailler. » Julien a répondu d'un ton neutre. Louis est retourné dans sa chambre. Julien s'est assis dans le salon et a allumé la télévision. Mais il ne regardait pas l'écran. Sa tête était entièrement occupée par la pensée de cette lettre d'admission. Mon frère a réussi, comme papa serait heureux s'il l'apprenait. Il se vanterait encore de son fils. Et moi serais-je toute ma vie une ombre? Julien a serré les poings. Le 26 octobre, 3e jour du voyage de ses parents, la maison était calme. Louis s'est levé tôt pour commencer à étudier. Bien que les résultats approchent, il était toujours tendu. Et si j'échoue, mes examens blancs étaient bons et l'oral s'est bien passé, mais il était anxieux. Ce jour-là, Julien n'est pas allé à son agence. « Je vais me reposer à la maison aujourd'hui », a-t-il dit à Louis. « Tu devrais te reposer un peu aussi de temps en temps. Oui, toi aussi, ne te surmène pas trop. » Les deux frères ont passé la journée chacun dans son espace. Vers le soir, Julien a frappé à la porte de la chambre de Louis. « Louis, qu'est-ce que tu veux manger ce soir ? N'importe quoi, ça m'est égal. Alors je commande des pizzas. » « D'accord, super. » Julien a appelé la pizzeria. Il a commandé 2 pizzas. Elles sont arrivées 30 minutes plus tard. Les frères se sont assis face à table pour dîner. « Louis, c'est quand les résultats déjà ? » « Le 30 octobre. Tu es stressé, énormément. Je n'arrive même plus à bien dormir. » Louis a répondu honnêtement. Julien a regardé son frère. « Tu es déjà admis, mais tu ne le sais pas. Vaut-il mieux qu'il ne le sache pas ou qu'il le sache ?» pensa Julien. « Tu crois que je vais être reçu, toi ?» a demandé Louis. Julien a hésité un instant. « Bien sûr que tu seras reçu, avec ton niveau. »« J'espère. » Louis a mangé sa part de pizza. Après le repas, Louis a fait la vaisselle. Julien était assis sur le canapé du salon. « Julien, je vais retourner étudier. »« D'accord, vas-y. » Louis est retourné dans sa chambre. Julien est resté seul dans le salon. Il a regardé l'horloge. Il était 20 heures. Il s'est levé lentement et s'est dirigé vers la cave. Il a descendu les escaliers et allumé la lumière. La cave était toujours sombre et humide. Julien a ouvert une caisse à outils empilée dans un coin. Elle contenait de vieux outils. Il les a regardés longuement. À quoi pensait-il ? À 23 heures, Louis a terminé d'étudier et s'est couché. « Julien, je vais me coucher. »« D'accord, bonne nuit, » a répondu Julien. La lumière s'est éteinte dans la chambre de Louis. Julien est resté assis seul dans le salon. On n'entendait que le tic-tac de l'horloge. Tic-tac, tic-tac. Le temps passait. Minuit a sonné. Julien était toujours dans le salon. Il avait l'air d'avoir pris une décision. L'aube du 27 octobre approchait. Le 1er novembre à 17 heures, les parents sont revenus de la Côte d'Azur. Le taxi s'est arrêté devant le portail. « Ah, rien ne vaut la maison », a dit le père en descendant avec les bagages. « Chérie, c'était vraiment merveilleux.
Il faut remercier Julien. La mère aussi avait un visage radieux. Ils ont ouvert le portail et sont entrés. « Julien, Louis, on est rentré », a crié la mère. Julien est sorti du salon. « Maman, papa, bon retour. »« Oui, c'était fantastique. Merci, mon fils. »« Où est Louis ?» a demandé la mère en regardant autour d'elle. Julien est resté silencieux un instant. « Louis, il est parti hier. »« Où ça ? » Il a dit qu'il voulait être seul, pour décompresser. Le père a froncé les sourcils. « Les résultats sont imminents, où a-t-il bien pu aller ? » « Je l'ai retenu, mais il n'a pas écouté. » A répondu Julien d'un ton calme. « Quand est-ce qu'il est parti ? Hier matin. Il est parti sans rien prendre. » La mère a pris un air inquiet. Il voulait peu, être juste prendre du temps pour lui. « Ah, ce garçon !» Les parents se sont regardés avec inquiétude, mais ils ne se sont pas alarmés outre mesure. Il était adulte, il pensait que cela pouvait arriver. « Il rentrera ce soir ? » « Probablement, » a répondu Julien calmement. Mais cette nuit-là, Louis n'est pas rentré. Le matin du 2 novembre est arrivé, la mère a commencé à s'inquiéter sérieusement. Julien va voir les amis de Louis. Peut être qu'il est chez l'un d'eux. J'ai déjà appelé son groupe d'études hier, ils ne savent rien. Alors va voir à la bibliothèque où il va d'habitude. Julien a hoché la tête. J'y vais. Julien est sorti. Il est revenu 1 heure plus tard. Il n'y était pas. Le bibliothécaire ne l'a pas vu depuis plusieurs jours. Le visage de la mère est devenu grave. Il faut appeler la police. La mère a finalement appelé le commissariat. C'est pour signaler une disparition. Mon fils n'est pas rentré depuis 2 jours. La police est intervenue. 2 agents se sont rendus à la maison de Neuilly. Depuis quand le disparu n'a-t-il pas été vu ? Depuis le matin du 31 octobre, a répondu la mère. Quel âge a-t-il ? 28 ans. C'est un adulte. A-t-il déjà fugué par le passé ? Non, jamais. La police a inspecté la chambre de Louis. Sur le bureau, les livres qu'il étudiait étaient toujours là. L'armoire était en ordre. Il n'y a aucune trace de préparatif de départ. C'est vrai, on dirait qu'il est parti précipitamment. Un policier s'est tourné vers Julien. « C'est vous qui l'avez vu en dernier ?»« Oui, le matin du 31 octobre. » « Que vous a-t-il dit ? » « Il a dit qu'il voulait être seul, que le stress de l'examen était trop fort. Il préparait le concours de la magistrature. » « Oui, les résultats étaient le 30 octobre. » Mais il ne les a pas encore consultés. Les policiers ont hoché la tête. Il est possible qu'il soit parti un moment à cause du stress des examens. Comme il est majeur, il est difficile de le rechercher de force, mais nous allons nous renseigner. « Je vous en prie, » a dit le père suppliant. La police a commencé à interroger le voisinage. « Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel fin octobre ? » « Non, c'était calme. »« Avez-vous vu un jeune homme ? » Je ne me souviens pas. Il n'y avait aucun indice. Une semaine a passé. La police a rencontré les amis de Louis. Comment allait Louis ces derniers temps ? Il semblait très stressé à cause du concours. A-t-il déjà parlé de suicide ? Non, pas à ce point. Juste de la tension normale. L'avez-vous vu récemment ? On l'a vu à la mi-octobre lors d'une session d'études. Il était comme d'habitude. La police a tenté de retracer les déplacements de Louis, mais la dernière trace était un achat de nouilles instantanées dans une supérette le soir du 26 octobre. Après ça, plus aucune trace. Aucune utilisation de carte de crédit. Son téléphone était éteint. C'était comme s'il s'était volatilisé. Fin novembre, la police a réduit l'enquête. Nous pensons qu'il s'agit d'une fugue d'adulte. Il faudra attendre qu'il revienne de lui-même. Les parents étaient désespérés. Où est passé notre fils ? La mère pleurait tous les jours. Le père parcourait les rues seul à la recherche de son fils. Mais Louis n'est jamais réapparu. En février 1990, l'affaire a été officiellement classée sans suite. La police a cessé d'enquêter activement. Julien a réconforté ses parents. Louis reviendra, c'est sûr. Attendons encore un peu. J'espère. Le père a hoché la tête sans force. Julien a continué son travail d'agent immobilier. Il vivait comme si de rien n'était. La cave de la maison servait toujours de débarras. Personne n'y descendait. Sauf Julien de temps en temps. Pour classer de vieux papiers, disait-il. Ses parents ne se doutaient de rien. Les années ont passé. 1995, 5 ans s'étaient écoulés. Louis n'était pas revenu. La mère est tombée en dépression. Le père perdait ses forces peu à peu. 2010 ans avaient passé. Toujours aucune nouvelle de Louis. Les parents n'ont pas abandonné. Notre fils est en vie. Il reviendra, c'est certain. Ils y croyaient. En 2002, le père est décédé sans jamais avoir revu son fils. Aux funérailles, il n'y avait que Julien et sa mère. Si seulement Louis était là, a sangloté la mère. Julien est resté silencieusement à ses côtés.
Son expression était impassible. En 2003, la mère ne pouvait plus entretenir seule la grande maison. Julien, vendons cette maison. Elle est trop grande et difficile à gérer. Et puis elle ne fait que me rappeler Louis, je n'en peux plus. Julien a hoché la tête. D'accord, je vais m'en occuper. Il a contacté des agents immobiliers et il a été mis en contact avec un promoteur. Si vous démolissez la maison pour construire un immeuble d'appartement, vous en tirez un bon prix. Alors faisons comme ça. Le contrat a été signé. En mai 2003, le permis de démolir a été accordé. Les travaux ont commencé. Les engins de chantier sont arrivés devant la maison. Julien a observé la scène de loin. Son visage était blême. Le 12 mai, la pelleteuse a commencé à creuser la cave. Julien n'était pas sur le chantier ce jour-là. Il était à son agence. À 10h du matin, son téléphone a sonné. « Allô, monsieur Moreau, c'est la catastrophe. » La voix du chef de chantier tremblait. « Qu'y a-t-il ? On a trouvé quelque chose dans la cave. » La main de Julien s'est mise à trembler. « Quoi donc ? » ?»« Des ossements. On a trouvé des os humains. » Le téléphone lui a glissé des mains. Le secret qu'il avait gardé pendant 14 ans venait d'éclater au grand jour. Chers auditeurs, que s'est-il donc passé dans cette maison à la fin du mois d'octobre 1989, Louis enterré dans la cave depuis 14 ans, et la main tremblante de son frère Julien. La vérité choquante sera révélée dans la suite de notre histoire. Le 12 mai 2003, à Digevin, le chantier de Neuilly-sur-Seine est devenu une scène de chaos. Le conducteur de la pelleteuse a sauté de sa machine. « C'est quoi ça ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Le visage blême, il a appelé le chef de chantier. Le chef est accouru. « Qu'est-ce qui se passe ? Regardez par là. » L'endroit que le conducteur désignait était jonché de débris de ciment. Ce qui apparaissait dessous n'était pas de la terre. C'étaient des fragments d'os blanchâtres. Le chef s'est approché et s'est agenouillé. Il a délicatement écarté la terre avec ses mains. Un crâne est apparu. « C'est humain. » La voix du chef tremblait. « Arrêtez tout. Personne ne touche à rien. » Le chantier s'est figé. Les ouvriers se sont rassemblés. « C'est quoi ça, des os humains ? Pourquoi quelqu'un serait enterré ici ?» Les murmures ont enflé. Le chef a immédiatement sorti son téléphone. « Allô la police, je vous appelle pour un signalement. On a trouvé des ossements sur un chantier de démolition. » « Oui, ce sont bien des os humains. » L'adresse est. 30 minutes plus tard, 2 voitures de police sont arrivées sur les lieux. 4 policiers en sont descendus. « C'est tout, par ici. » Le chef les a guidés. Les policiers ont examiné les ossements. « Il faut appeler la brigade scientifique. Ça a l'air ancien. » Un policier a pris sa radio. « Centrale ici, chantier Neuilly. Découverte d'ossements confirmés. Demandons intervention de la scientifique. » À 13h, la brigade scientifique est arrivée. Des techniciens en combinaison blanche ont sécurisé la zone. Accès interdit au public. Veuillez reculer. Ils ont examiné la zone autour des ossements avec une précision méticuleuse. Ils ont pris des photos des mesures des échantillons. Profondeur 1,50 m sous terre. Recouvert de ciment. État des ossements suggère une ancienneté d'au moins 10 ans, ont noté les techniciens. Ils ont soulevé le crâne avec précaution. Traces de fractures sur l'os occipital. Semble être causé par un coup d'objet contondant. Forte probabilité d'homicide. Les mots du technicien ont fait frémir l'assistance. Les ossements ont été délicatement recueillis. Des lambeaux de vêtements ont aussi été retrouvés. Des morceaux de t-shirt en coton et de jeans pour hommes. Vu l'état du tissu, le style correspond à la fin des années 80, début des années 90, a analysé un technicien. À 15h, la police a retracé l'historique des propriétaires de la maison. Qui était le propriétaire initial de cette maison, a demandé l'inspecteur en charge. L'agent immobilier a vérifié les documents. C'était au nom de Jean-Pierre Moreau. Il est décédé l'année dernière. Actuellement, c'est au nom de sa femme et de son fils. Son fils, oui, Julien Moreau. Voici ses coordonnées. L'inspecteur a pris des notes. Vérifiez s'il y a eu une affaire de disparition liée à la famille Moreau. Un autre inspecteur a fait une recherche sur l'ordinateur. Signalement de disparition daté du 2 novembre 1989. Plaignant Jean-Pierre Moreau. Disparu le fils cadet Louis Moreau, 28 ans à l'époque. Le regard des inspecteurs s'est durci. Une affaire de disparition d'il y a 14 ans. La datation des ossements correspond parfaitement. Il y a de fortes chances que ce soit lui. Les inspecteurs ont agi rapidement. Trouvé les coordonnées de la famille du disparu. Vite. À 17h, la police a contacté la mère de Louis. Elle vivait dans un petit appartement à Boulogne-Billancourt. Le téléphone a sonné. « Allô ? Êtes-vous bien la mère de monsieur Louis Moreau ? » « Oui, c'est bien moi. » « Pourquoi ?» La voix de la mère tremblait.
Était-ce l'appel qu'elle attendait depuis 14 ans, ici la police? Des ossements ont été découverts sur le chantier de votre ancienne maison à Neuilly. Nous avons besoin de votre aide pour une vérification. Des ossements. La respiration de la mère est devenue haletante. Il est possible que cela concerne votre fils. Pourriez-vous vous rendre au commissariat? Je peux venir maintenant. Oui, si possible, ce serait mieux maintenant. D'une main tremblante, la mère a enfilé son manteau. 1 heure plus tard, elle arrivait au commissariat du 17e arrondissement. Un inspecteur l'a conduite dans une petite salle d'entretien. « Asseyez-vous, je vous prie. » La mère s'est assise sur la chaise, les mains crispées. « Vous viviez bien dans cette maison de Neuilly auparavant? » « Oui, nous y avons vécu plus de 30 ans. Votre fils cadet a disparu en 1989, n'est-ce pas? » « Oui. » Les yeux de la mère se sont embués. Aujourd'hui, des ossements ont été découverts dans la cave de cette maison. Nous devons effectuer une comparaison ADN pour confirmer l'identité. Pourriez-vous nous fournir un échantillon de sang? La mère a hoché la tête. C'est mon Louis. Rien n'est certain pour le moment. Il faut attendre les résultats. Une infirmière est entrée pour faire le prélèvement. Du sang rouge a été aspiré dans la seringue depuis le bras de la mère. Combien de temps cela prendra-t-il? 2 ou 3 jours normalement, a dit l'inspecteur avec précaution. La mère est rentrée chez elle. Cette nuit-là, elle n'a pas dormi. Louis était là pendant 14 ans dans la cave sur laquelle nous marchions. Comment est-ce possible? Les larmes ne cessaient de couler. Le 14 mai, les résultats de l'analyse ADN sont arrivés. L'inspecteur a rappelé la mère. « Il faudrait que vous reveniez. Les résultats sont là. Oui, je préfère vous l'annoncer en personne. » La mère s'est de nouveau rendue au commissariat. Quand elle est entrée dans la salle d'entretien, le visage de l'inspecteur était grave. « Asseyez-vous. » La mère s'est assise. L'inspecteur a déplié un document. Voici les résultats de la comparaison ADN. Le taux de correspondance est de 999%. La relation mère-fils est certaine. Un gémissement s'est échappé des lèvres de la mère. Mon Louis. C'était mon Louis. Elle a enfoui sa tête dans ses bras sur le bureau et s'est mise à pleurer. Il était là depuis 14 ans. Oui, comment? Comment est-ce possible? L'inspecteur a attendu en silence. Un long moment après, la mère a relevé la tête. Comment mon fils est-il mort? Il y a des traces de fractures sur le crâne. On pense qu'il a été frappé par un objet contondant. Qui a fait ça à mon Louis? La voix de la mère tremblait. L'inspecteur a demandé avec prudence. En 1989, qui vivait dans la maison à l'époque, mon mari et moi, et mes 2 fils. 2 fils, oui, mon fils aîné Julien et mon cadet Louis. Où était Julien quand Louis a disparu? Il était à la maison. C'était pendant que mon mari et moi étions en voyage. La mère s'est arrêtée. Elle semblait se souvenir de quelque chose. C'est Julien qui nous a offert ce voyage, pour les 60 ans de son père. Quand êtes-vous parti en voyage? Nous sommes partis le 24 octobre et revenus le 1er novembre. L'inspecteur a pris des notes. Donc, pendant cette semaine, seuls les 2 frères étaient à la maison. Oui. Et quand vous êtes rentrés, où était Louis? Il n'était pas là. Julien a dit qu'il était parti la veille. Le visage de la mère est devenu livide. Non, ce n'est pas possible. Julien. Rien n'est certain pour l'instant, mais nous devons enquêter. Le 15 mai, à 10h, 2 inspecteurs se sont rendus à l'agence immobilière de Julien Moreau. Monsieur Julien Moreau, s'il vous plaît, un employé les a guidés. Il est dans son bureau. Les inspecteurs ont ouvert la porte. Julien était assis à son bureau consultant des documents. Qui êtes-vous? Police. Pourrions-nous vous parler un instant? Le visage de Julien s'est durci. À quel sujet? Vous êtes au courant pour le chantier de Neuilly? Oui. Des ossements ont été retrouvés dans la cave. Julien n'a rien dit. Les tests ADN ont confirmé qu'il s'agit de votre frère. Les mains de Julien tremblaient légèrement. Voudriez-vous nous accompagner au commissariat? Nous avons besoin de votre déposition. Maintenant, oui, Julien s'est levé lentement. D'accord. Il a été conduit au commissariat en voiture de police. Pendant tout le trajet, Julien a regardé par la fenêtre. Il est entré dans la salle d'interrogatoire. Un inspecteur lui a offert une chaise. « Asseyez-vous » Julien s'est assis. L'enregistreur a été mis en marche. 15 mai 2003, 1h. Début de l'interrogatoire de Monsieur Julien Moreau. L'inspecteur a déplié un dossier. Fin octobre 1989, vos parents sont partis en voyage sur la Côte d'Azur. Oui. De quand à quand? Du 24 octobre au 1er novembre.
Qui était à la maison pendant cette période? Mon frère et moi. Quand avez-vous vu votre frère Louis pour la dernière fois? Julien est resté silencieux un instant. Le 31 octobre. Où l'avez-vous vu? À la maison. Que disait-il? Il a dit qu'il voulait être seul et qu'il partait. L'inspecteur a demandé d'un ton plus vif. Avait-il pris ses affaires? Non. Sa carte d'identité? Je ne crois pas qu'il l'ait prise non plus. Cela ne vous a pas paru étrange. Je me suis dit que c'était à cause du stress des examens. L'inspecteur a posé une autre question. Avez-vous fait des travaux dans la cave en 1989? Le regard de Julien a vacillé. Des travaux, oui, comme couler du ciment. Je ne m'en souviens pas. Vraiment, le sol de la cave a été refait à cette époque. La cave de notre maison a toujours eu un sol en ciment. Non. L'analyse scientifique a confirmé que ce ciment a été coulé il y a 14 ans. Julien n'a pas répondu. L'inspecteur a insisté. Monsieur Moreau, la date de la disparition de votre frère coïncide avec la date à laquelle le ciment a été coulé dans la cave. Pouvez-vous nous expliquer cela? Je ne sais pas. Alors, qui aurait pu le faire? Pendant cette semaine, vous étiez le seul avec lui dans la maison. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. La voix de Julien tremblait. L'inspecteur a changé de stratégie. Monsieur, quelles étaient vos relations avec votre frère? Normal. Qu'entendez-vous par normal? Comme des frères. On se disputait parfois. Pour quelle raison vous disputiez-vous? Julien s'est tu. L'inspecteur a continué. Votre frère était brillant. Major de la faculté de droit de la Sorbonne. Vous vous êtes diplômé de Dauphine en gestion. Oui. Vos parents préféraient-ils votre frère? Le poing de Julien s'est serré. Ce n'est pas vrai. Vraiment, selon l'entourage, votre père était très fier de Louis et le vantait souvent. C'est parce que mon frère réussissait bien. N'avez-vous jamais ressenti de jalousie? Non, a répondu Julien fermement. L'inspecteur n'a pas insisté. Il n'avait pas encore de preuves irréfutables. Ce sera tout pour aujourd'hui, mais d'autres interrogatoires pourraient être nécessaires. D'accord, Julien s'est levé. Une dernière question. Oui, le corps de votre frère a été retrouvé dans la cave de votre maison. Ne savez-vous vraiment rien? Julien a regardé l'inspecteur droit dans les yeux. Je ne sais rien. Il est sorti de la salle d'interrogatoire. Les inspecteurs sont restés entre eux. Qu'en penses-tu? Il est suspect, mais on n'a pas de preuves. Il faudrait trouver une facture des travaux de la cave. Demandons un mandat de perquisition. Le 17 mai, le mandat de perquisition a été délivré. Les inspecteurs ont fouillé le bureau et la maison de Julien. La perquisition a commencé à 9 heures. Ouvrez tous les classeurs. S'il y a un coffre-fort, vérifiez-le. Les inspecteurs ont fouillé le bureau de fond en comble. Julien se tenait à l'écart observant. Son visage était blême. Des contrats immobiliers de toutes sortes sont sortis des classeurs. Des cartes de visite et des stylos des tiroirs du bureau. « Il y a un coffre-fort ici », a crié un inspecteur. C'était un coffre dissimulé derrière une bibliothèque dans un coin du bureau. Il mesurait environ 60 cm de large sur 80 cm de haut. Il avait 3 serrures. « Voulez-vous bien l'ouvrir » a demandé l'inspecteur à Julien. Les lèvres de Julien étaient sèches. « La clé est à la maison. Alors allez la chercher ou nous l'ouvrirons de force. Attendez, je vais la chercher. » Julien est sorti. Il est revenu 30 minutes plus tard, un trousseau de clés à la main. « Tenez !» L'inspecteur a pris les clés et a ouvert le coffre. Première serrure clic, deuxième serrure clic, troisième serrure clic. La porte du coffre s'est lentement ouverte. Les inspecteurs ont regardé à l'intérieur et leurs yeux se sont écarquillés. Le coffre contenait 4 objets. L'inspecteur a commencé à les sortir un par un. Le premier, un carnet en cuir noir. « Qu'est-ce que c'est » a demandé l'inspecteur à Julien. Julien n'a pas répondu. L'inspecteur a ouvert le carnet. Il était rempli d'une écriture manuscrite serrée. 5 mars, un 987, un 2 août, un 987, 3 janvier 1988. C'était un journal intime. L'inspecteur a tourné quelques pages. 10 juin 1988. Aujourd'hui encore père n'a parlé que de Louis. Major de la fac de droit. Il en est si fier. Et moi qui suis-je? Moi aussi je travaille dur. Le regard de l'inspecteur s'est durci. Il a continué à lire. 22 novembre 1988. Louis a encore reçu un prix. Toute la famille est en émoi. Moi j'ai signé un gros contrat à l'agence, mais personne ne s'en soucie. 14 février 1989. Louis a dit qu'il allait passer le concours de la magistrature. Le visage de père s'est illuminé. S'il réussit, ce sera la fierté de la famille. Et moi ne suis-je pas une fierté?
L'inspecteur a levé la tête. « C'est bien vous qui avez écrit ça. » Julien a baissé la tête. L'inspecteur a ouvert les dernières pages. Voyons la partie d'octobre 1989. Il a tourné les pages. 15 octobre 1989. J'ai décidé d'envoyer mes parents en voyage sur la Côte d'Azur. Un cadeau. En réalité. La phrase s'arrêtait là. Il est passé à la page suivante. 25 octobre 1989. L'inspecteur a retenu son souffle. Aujourd'hui, j'ai ouvert la boîte aux lettres. Il y avait une enveloppe du ministère de la Justice pour Louis. Mes mains tremblaient. Je l'ai ouverte sans réfléchir. Admis. Il était admis. Louis, à 28 ans, a réussi le concours de la magistrature. Moi, à 32 ans, qu'est-ce que j'ai fait? Je vends des appartements. Comme père serait heureux d'apprendre cette nouvelle. Il se vanterait encore de Louis. Encore. Je ne peux pas le supporter. Pendant que l'inspecteur lisait, la salle d'interrogatoire était silencieuse, Julien avait les yeux fermés. L'inspecteur a tourné à la page suivante. 27 octobre 1989. Une seule ligne était écrite. Tout est fini. Page suivante, 28 octobre 1989. Je suis allé à la quincaillerie. C'était la dernière entrée du journal. L'inspecteur a refermé le carnet. « Monsieur Moreau, qu'est-ce que cela signifie ?» Julien n'a pas répondu. L'inspecteur a sorti le deuxième objet du coffre. Un morceau de plastique avec des traces de brûlure. Et ça, qu'est-ce que c'est? En y regardant de plus près, c'était une carte d'identité. Les bords étaient calcinés, mais la photo au centre était encore visible. L'inspecteur a utilisé une loupe. « N'est-ce pas votre frère Louis ?» Le visage du jeune homme sur la photo était flou. Julien restait silencieux. L'inspecteur a sorti le troisième objet. Une feuille de papier jauni. Un reçu. Il a vérifié la date, 28 octobre 1989. Il a lu la liste des articles. Ciment 20 sacs, sable 5 sacs, total 855 francs. L'inspecteur a regardé Julien. « Monsieur, qu'est-ce que c'est ? Le 28 octobre, c'est juste après la disparition de votre frère. Pourquoi avez-vous acheté du ciment ce jour-là » Les lèvres de Julien tremblaient. Pour la chaudière, pour la réparer. La chaudière. Quelle réparation de chaudière nécessite 20 sacs de ciment? Julien ne pouvait plus répondre. L'inspecteur a sorti le dernier objet. Une enveloppe déchirée. Les mots « Ministère de la Justice » y étaient imprimés. Il a vérifié le cachet de la poste. 25 octobre 1989. L'enveloppe avait été ouverte. Il a regardé à l'intérieur, mais il n'y avait rien. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette enveloppe ? A demandé l'inspecteur. Julien a baissé la tête. La lettre d'admission. De qui? De Louis. C'est vous qui l'avez ouverte en premier. Julien a hoché la tête. L'inspecteur a commencé à placer les objets un par un dans des sacs de scellés. Monsieur Moreau, pourquoi ces objets étaient-ils dans votre coffre? Pourquoi avez-vous tenté de brûler la carte d'identité de votre frère? À quoi a servi ce ciment? Et que signifie « tout est fini » dans votre journal du 20 octobre? Julien n'a pas ouvert la bouche. L'inspecteur s'est levé. « Monsieur Julien Moreau, je vous arrête pour le meurtre de votre frère Louis Moreau. Vous avez le droit de garder le silence et de faire appel à un avocat. » Des menottes ont été passées au poignet de Julien. Il a senti le contact froid du métal. Tête baissée, il a été emmené. Le soir même, une nouvelle de dernière minute passait aux informations. Un jeune homme disparu il y a 14 ans aurait été assassiné par son propre frère. Le corps retrouvé dans une cave à Neuilly appartenait à un lauréat du concours de la magistrature. Une tragédie née de la rivalité fraternelle. La mère pleurait devant la télévision. Julien a tué Louis. Elle ne pouvait pas y croire. Des frères issus du même ventre. Ils jouaient si bien ensemble quand ils étaient petits. Elle se souvenait de Julien tenant la main de son petit frère pour l'accompagner à l'école. « Pourquoi as-tu fait ça ?» La mère s'est effondrée sur le sol. Le 18 mai, Julien a été transféré en détention provisoire. L'instruction a commencé. Le procureur a énuméré les preuves. L'accusé Julien Moreau a assassiné la victime Louis Moreau le 27 octobre 1989 et l'a enterré dans la cave. Preuve numéro 1, le journal intime de l'accusé, où sont consignés le mobile et les circonstances du crime. Preuve numéro 2, le reçu d'achat de ciment daté du 28 octobre 1989 acheté le lendemain du crime pour dissimuler les preuves. Preuve numéro 3, la carte d'identité de la victime que l'accusé a tenté de brûler sans succès et a conservée dans son coffre.
Preuve numéro 4, l'enveloppe de la lettre d'admission de la victime que l'accusé a ouverte en premier. Le procureur a regardé Julien. Accusé, reconnaissez-vous les faits ? Julien est resté silencieux un long moment. Puis, il a lentement hoché la tête. Oui, le procès-verbal a été rédigé. Mais Julien n'a pas donné de détails sur le déroulement du crime. Dites-nous comment vous l'avez tué. Je ne me souviens pas bien. Pourquoi l'avez-vous enterré dans la cave quand avez-vous coulé le ciment ? Sur plusieurs jours. Avez-vous terminé avant le retour de vos parents ? Oui. Seules des réponses fragmentaires ont été obtenues. Le procureur était frustré, mais il a préparé la mise en accusation. Les preuves étaient suffisantes. Le 20 mai, Julien a été officiellement mis en examen pour assassinat, recel de cadavres et destruction de preuves. Le procès allait commencer. La mère demandait chaque jour à voir Julien au parloir. Mais Julien refusait. « Je n'ai pas le courage de regarder ma mère en face », a-t-il seulement dit à son avocat. Pendant ce temps, le squelette de Louis a été envoyé à l'Institut médico-légal. Une autopsie détaillée a été pratiquée. Cause de la mort, traumatisme crânien dû à une fracture du crâne. Frappé à l'arrière de la tête avec un objet contondant. Mort probable sur le coup. Les résultats de l'autopsie sont tombés. Louis est-il mort sans souffrir? Ou a-t-il maudit son frère dans son dernier souffle? Personne ne le saura jamais. Le 25 mai, les funérailles de Louis ont eu lieu. Ces funérailles 14 ans après sa mort. La mère en larmes serrait le portrait de son fils. « Louis, pardonne-moi. Pourquoi ne t'ai-je pas retrouvé plus tôt? Tu as dû avoir si peur pendant 14 ans. » Là, dessous, il n'y avait pas beaucoup de monde. Quelques amis de Louis et des proches. Dans le cercueil à côté des ossements, une feuille de papier a été déposée. La notification officielle de son admission au concours de la magistrature, le parquet avait spécialement fait réémettre le document. « Louis, c'est tard, mais tu as réussi. » La mère, d'une main tremblante, a placé le papier dans le cercueil. Le couvercle a été refermé. La crémation a eu lieu. Les cendres de Louis devaient être déposées dans le caveau familial. À côté de son père, après la cérémonie, la mère est restée seule dans le funérarium vide. « Comment vais-je vivre maintenant ?» a-t-elle murmuré. Un fils était mort, l'autre en prison. Son mari était également décédé. Elle était seule. Les 4 objets cachés dans le coffre-fort pendant 14 ans. Le journal, la carte d'identité, le reçu et l'enveloppe déchirée. Pourquoi Julien n'a-t-il pas pu les jeter? Était-ce une simple conservation de preuves ou y avait-il une autre raison? Au petit matin du 27 octobre 1989, dans la cave de cette maison de Neuilly, que s'est-il passé exactement dans la suite de notre histoire? La vérité de ce jour-là sera révélée par la bouche même du frère. Le 3 juin 2003, dans une salle d'interrogatoire de la prison de la Santé-Julien, était assis face au juge d'instruction. Lui qui n'avait rien dit pendant 2 jours a commencé à parler. « Je vais tout vous raconter. » Le juge a activé l'enregistreur. 3 juin 200, 3:14. Enregistrement des aveux de l'accusé Julien Moreau. Julien a commencé à parler lentement. Le 24 octobre 1989, j'ai envoyé mes parents sur la Côte d'Azur. Était-ce prémédité? Oui. Qu'aviez-vous prémédité? Julien est resté silencieux un moment. Au début, ce n'était pas clair. Je me demandais juste ce que ce serait de passer 1 semaine sans mon frère. Et ensuite, le matin du 25 octobre, j'ai ouvert la boîte aux lettres. La voix de Julien tremblait. Il y avait une enveloppe du ministère de la Justice, adressée à Louis. « Vous l'avez ouverte? » « Oui. » Mes mains ont bougé toutes seules. Qu'y avait-il à l'intérieur? La lettre d'admission, pour le concours de la magistrature. Julien a fermé les yeux. À cet instant, mon esprit est devenu blanc. Mon frère avait encore réussi. À 28 ans. Moi, à 32, qu'est-ce que j'avais fait? Vous étiez jaloux? Ce n'était pas de la jalousie, c'était du désespoir. Le poing de Julien tremblait. J'ai vécu toute ma vie dans l'ombre de mon frère. Ça a commencé à l'école primaire. Quand il avait 10 à 9/20e, j'avais 17. Quand il était délégué de classe, j'étais sous-délégué. Continuez. C'était pareil pour l'université. Moi, Dauphine. Lui, la Sorbonne. Moi, en gestion, lui en droit major de sa promotion. Père disait toujours « Julien, pourquoi ne peux-tu pas être comme Louis ?» La voix de Julien était pleine de ressentiment. J'ai travaillé dur, moi aussi. J'ai quitté mon emploi pour lancer ma propre affaire. Une agence immobilière. Ça marchait plutôt bien. Je gagnais bien ma vie. Mais père s'en fichait. Il ne parlait que de Louis. Louis prépare le concours. Louis va réussir cette fois-ci. Julien a soupiré. Le 25 octobre, en voyant la lettre d'admission, j'ai compris. J'ai compris que toute ma vie,
je serais traité comme si je n'existais pas. Alors, j'ai mis l'enveloppe dans ma poche. J'ai pris la voiture et je suis allé au bord de la Seine. Pourquoi ? Pour la jeter. Cette lettre. Le juge a plissé les yeux. L'avez-vous jetée ? Non, je n'ai pas pu. Mes mains ne bougeaient pas. Julien a eu un sourire amer. Je suis rentré à la maison avec. Le soir, j'ai mangé une pizza avec Louis. Il m'a dit qu'il était stressé, que les résultats approchaient. Votre frère ne savait rien pour la lettre. Non, rien du tout. Il ne savait même pas qu'il était déjà reçu. Julien a poursuivi. Le soir du 26 octobre, mon frère est allé se coucher vers 23 heures. Je suis resté assis dans le salon. À quoi pensiez-vous ? Je n'arrêtais pas de penser. Devais-je lui rendre la lettre ou la cacher ? Avez-vous pris une décision ? Julien a secoué la tête. Je n'ai pas pu décider. Je suis juste descendu à la cave. Pourquoi ? Je ne sais pas. J'avais juste envie de descendre. La voix de Julien est devenue plus basse. Il y avait une barre de fer dans la cave, un reste des anciens travaux de plomberie. Elle devait faire 1 mètre de long. L'avez-vous prise ? Oui. Pourquoi ? Julien n'a pas répondu. Le juge l'a pressé. Pourquoi avez-vous pris cette barre de fer ? Je ne sais pas. Ma main l'a juste saisie. Et ensuite, je l'ai tenue longtemps, peut être 1 heure ou plus. Et après, Julien a pris une profonde inspiration. Vers 3 heures du matin, je suis remonté. Avec la barre de fer. Oui. Êtes-vous allé dans la chambre de Louis ? Non. J'ai frappé à sa porte. Que lui avez-vous dit ? Je lui ai dit qu'il y avait un problème avec la chaudière dans la cave, qu'elle faisait un bruit bizarre. Louis s'est-il levé ? Oui, il est sorti en pyjama. Il avait l'air endormi. La voix de Julien tremblait. « Qu'est-ce qui se passe avec la chaudière ?» m'a-t-il demandé. « Que lui avez-vous répondu ?» Je lui ai juste dit « Viens voir ». Louis vous a suivi ? Oui, sans se méfier. Julien a fermé les yeux. Nous avons descendu les escaliers. J'étais devant, il me suivait. Êtes-vous arrivé à la cave ? Oui. Et là, Julien est resté silencieux un long moment. Le juge a attendu. Mon frère est allé voir la chaudière. Il m'a demandé où était le problème. Et vous ? J'étais derrière lui, avec la barre de fer. Et ensuite, les mains de Julien se sont mises à trembler. Au moment où il allait se retourner, je l'ai frappé. Avec la barre de fer. Oui. Où l'avez-vous frappé ? Derrière la tête. La salle d'interrogatoire était silencieuse. Une seule fois ? Oui, une seule fois. Et après, il s'est effondré, sur le sol. La voix de Julien était à peine audible. Il y avait du sang. Beaucoup. Respirait-il encore ? Non. Ça s'est arrêté tout de suite. Avez-vous vérifié ? Oui. J'ai pris son pouls. Il n'y en avait pas. Le juge a pris des notes. Qu'avez-vous fait ensuite ? Je suis resté là hébété un long moment. Je n'arrivais pas à croire ce que j'avais fait. Et le corps, je l'ai recouvert d'un drap. Et je suis remonté. Et cette nuit-là, je n'ai pas dormi une seule seconde. Je suis resté assis sur le canapé du salon. Et le lendemain, le matin du 27 octobre, je suis redescendu à la cave. Julien a continué sa déposition. J'ai réfléchi à ce que je devais faire du corps. Appeler la police. Ou le cacher. Qu'avez-vous choisi de le cacher ? Pourquoi ? Julien a baissé la tête. Je l'avais déjà tué. Si on me découvrait, ma vie était finie aussi. Alors vous avez creusé le sol de la cave. Oui, j'ai commencé à creuser le 28 octobre. Seul, oui, en secret. À quelle profondeur ? Environ 1,50 m. Combien de temps cela vous a-t-il pris ? Quelques jours. Avez-vous mis le corps dedans ? Oui, la nuit du 30 octobre. Et le ciment ? J'ai coulé le ciment le 30 et 1 octobre et le 1er novembre. J'ai fini juste avant le retour de mes parents. Une dissimulation parfaite. Oui. Le juge a posé une autre question. Pourquoi avez-vous tenté de brûler la carte d'identité ? Je pensais qu'il fallait détruire les preuves. Ce serait étrange que sa carte d'identité soit encore à la maison. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas entièrement brûlée ? Le feu ne prenait pas bien, c'est du plastique. C'est pour ça que vous l'avez mise dans le coffre. Oui, et l'enveloppe de la lettre d'admission aussi. Oui. Pourquoi ne les avez-vous pas jetées ? Julien n'a pas pu répondre. Le juge a insisté. Pourquoi les avoir gardées dans un coffre pendant 14 ans ? Vous auriez pu les jeter n'importe quand. Je ne sais pas. Vraiment, Julien a baissé la tête. Peut-être que je ne voulais pas oublier. Oublier quoi ? Ce que j'avais fait. Et pourquoi je l'avais fait ? Le juge n'a plus posé de questions. Les aveux étaient complets. Le 15 juillet 2003, à la cour d'assises de Paris, le procès de Julien a commencé.
La salle était comble remplie de journalistes et de public. Faites entrer l'accusé Julien Moreau. Escorté par des gardiens, Julien est entré. Il portait une tenue de prisonnier, les menottes aux poignets. Le président de la cour a demandé « Accusé Julien Moreau, reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés par le ministère public ?» Julien s'est levé. « Oui. » « Reconnaissez-vous les chefs d'assassinat, recel de cadavres et destruction de preuves ?» ?»« Oui. » Un murmure a parcouru la salle. Le procureur s'est levé. « Monsieur le Président, messieurs les jurés, l'accusation prouvera que ce crime était prémédité et d'une grande cruauté. Vous avez la parole. Le procureur a présenté les preuves. » Pièce à conviction numéro 1, le journal intime de l'accusé. De 1987 à 1989, il y consigne sa jalousie et sa colère envers son frère. Le contenu du journal a été projeté sur un écran. L'entrée du 15 octobre 1989 est particulièrement révélatrice. J'ai décidé d'envoyer mes parents en voyage sur la Côte d'Azur. Un cadeau. En réalité. Pourquoi cette phrase est-elle inachevée, Monsieur le Président ? C'est la preuve que l'accusé préméditait son crime. Il ne pouvait pas écrire la véritable raison pour laquelle il envoyait ses parents en voyage. L'avocat de la défense s'est levé. Objection. Ce ne sont que des suppositions de l'accusation. Rejetées. Continuez. Le procureur a présenté la preuve suivante. Pièce à conviction numéro 2, le reçu d'achat de ciment daté du 28 octobre 1989. Acheté le lendemain du crime. 20 sacs de ciment n'est pas une quantité nécessaire pour des réparations domestiques courantes. C'est une quantité suffisante pour ensevelir un homme. L'avocat s'est de nouveau levé. Objection. L'accusé a déclaré l'avoir acheté pour réparer la chaudière. A-t-on besoin de 20 sacs de ciment pour réparer une chaudière ? A rétorqué le procureur. Avocat, veuillez répondre, a dit le président. L'avocat s'est rassis. Le procureur a continué. Pièce à conviction numéro 3, la carte d'identité de la victime. L'accusé a tenté de la brûler sans succès, puis l'a conservée dans son coffre pendant 14 ans. Pourquoi ne pas l'avoir jetée ? En 14 ans, il en a eu l'occasion. Le procureur a regardé Julien. L'accusé voulait commémorer son crime, comme une sorte de trophée. Objection. L'avocat s'est levé d'un bond. C'est une interprétation abusive. Rejetée, a dit le président. Le procureur a présenté la dernière preuve. Pièce à conviction numéro 4, l'enveloppe de la lettre d'admission de la victime. L'accusé l'a ouverte en premier et c'est ce qui a déclenché son passage à l'acte. L'accusé ne pouvait supporter la réussite de son frère. Il avait vécu toute sa vie en étant comparé à lui et au dernier moment son frère avait encore gagné. La voix du procureur s'est élevée. Alors, il l'a tué. Il a réveillé son frère endormi, l'a attiré à la cave et l'a frappé derrière la tête avec une barre de fer. D'un seul coup, des soupirs se sont fait entendre dans la salle. L'accusé a froidement enterré le corps et l'a recouvert de ciment. Il a tout terminé avant le retour de ses parents. Et pendant 14 ans, il a vécu comme si de rien n'était. Pendant que sa mère cherchait son fils partout, pendant que son père mourait de chagrin. Le procureur a baissé la voix. Monsieur le Président, messieurs les jurés, ce n'est pas un simple meurtre. C'est un crime odieux d'un homme qui a tué son frère, trompé ses parents et vécu dans le mensonge pendant 14 ans. Le ministère public requiert la réclusion criminelle à perpétuité. Le procureur s'est rassis. L'avocat de la défense s'est levé. Monsieur le Président, la défense estime qu'il existe des circonstances atténuantes. Exposez-les. L'accusé a grandi en étant constamment comparé à son frère. La préférence de ses parents était marquée. Objection. Le procureur s'est levé d'un bond. Met-il la faute sur ses parents ? Non. J'explique l'état psychologique de l'accusé. Le président a calmé les esprits. Avocat continué. Le 25 octobre 1989, en voyant la lettre d'admission de son frère, l'accusé a subi un stress extrême. Il a perdu la raison un instant. Vous plaidez le crime passionnel. Oui, ce n'était pas prémédité. Le fait qu'il ait pris la barre de fer n'était pas un acte intentionnel clair. Le procureur a ricané. Il a réveillé son frère à 3 heures du matin avec une barre de fer et ce serait un acte impulsif. L'accusé était dans un état de confusion, a rétorqué l'avocat. Et bien qu'il ait eu tort de ne pas s'être dénoncé après le crime, il a été rongé par le remords pendant 14 ans. « Avez-vous des preuves ?» a demandé le président. Le fait qu'il ait conservé les preuves dans son coffre en est une. S'il avait voulu oublier, il les aurait jetées depuis longtemps. Mais l'accusé voulait se souvenir de sa faute. Le procureur a levé la main. La défense se contredit. Tout à l'heure, c'était un trophée, maintenant c'est le remords. Des rires ont éclaté dans le public.
Le président a frappé de son marteau. Silence dans la salle. L'avocat demande la clémence. L'accusé regrette sincèrement son acte. L'avocat s'est rassis. Le président a dit « Appelez le témoin. Faites entrer le témoin Hélène Moreau. » La mère est entrée. Elle était frêle, s'appuyant sur une canne. Elle s'est assise à la barre des témoins. « Veuillez prêter serment. » D'une voix tremblante, la mère a prêté serment. « Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. » Le procureur a commencé l'interrogatoire. « Témoin, vous êtes la mère de l'accusé. » « Oui. » « En octobre 1989, vous êtes parti en voyage sur la Côte d'Azur. » « Oui. » « Qui vous a offert ce voyage ? » « Mon fils aîné Julien. » La voix de la mère tremblait. « À l'époque, n'avez-vous rien trouvé d'étrange ? » « Non. J'ai pensé que c'était un geste d'amour filial. » « Quand vous êtes rentré, où était Louis ? Il n'était pas là. » Julien a dit qu'il était parti la veille. La mère a commencé à sangloter. « J'aurais dû me douter de quelque chose. » Témoin, si vous vous sentez capable de continuer. « Oui. Comment avez-vous vécu pendant ces 14 ans ? Chaque jour, j'ai attendu Louis. J'ai cru qu'il reviendrait. » Les larmes coulaient sur ses joues. « Mais mon fils était dans la cave. Il était là depuis 14 ans. Pardonnez-vous à l'accusé. » La mère est restée silencieuse un long moment, puis elle a lentement relevé la tête. « Je ne peux pas pardonner. » La salle est devenue silencieuse. « Julien est aussi mon fils. Je l'ai mis au monde, je l'ai élevé. Mais, la voix de la mère tremblait. Il a tué Louis, il nous a trompés, et il a vécu comme si de rien n'était pendant 14 ans. Comment pourrais-je pardonner ça ? Témoin, avez-vous quelque chose à dire à l'accusé ? La mère a regardé Julien. Il avait la tête baissée. Julien. Les épaules de Julien se sont mises à trembler. Pourquoi as-tu fait ça, maman ? C'était la première fois que Julien parlait. Je suis désolé. Désolé ? Est-ce que ça va faire revenir Louis ? Est-ce que ça va faire revenir ton père ? La voix de la mère s'est élevée. À cause de toi, notre famille est détruite. Maintenant, je suis seul. Je n'ai plus de mari, plus de fils. J'ai tout perdu. La mère s'est effondrée en larmes à la barre. Le président a suspendu la séance. Le 20 août, 2003 jours du verdict. Le président a commencé à lire le jugement. La cour rend son verdict dans l'affaire Julien Moreau. Le silence s'est fait dans la salle. L'accusé a le 27 octobre 1989 assassiné son frère Louis Moreau et a enterré son corps dans la cave. Le mobile du crime était la jalousie suscitée par la réussite de son frère au concours de la magistrature. La voix du président résonnait dans le tribunal. L'accusé a envoyé ses parents en voyage, a attiré son frère à la cave et l'a frappé avec une barre de fer. Ce n'est pas un crime impulsif, mais un acte prémédité. Après le crime, l'accusé a enterré le corps et l'a recouvert de ciment. Puis, pendant 14 ans, il a vécu sans aucun remords. Le président a regardé Julien. L'accusé a conservé les preuves dans son coffre. La défense a plaidé le remords, mais la cour y voit un désir de contrôle sur son crime. L'accusé a ressenti un sentiment de supériorité d'avoir parfaitement dissimulé son crime et a conservé ses preuves comme des trophées. Julien n'a pas pu lever la tête. Le crime de l'accusé est d'une extrême gravité. Il a tué un membre de sa famille, a trompé ses parents et a volé à jamais les rêves de la victime. La cour déclare donc l'accusé. Le président a levé le jugement coupable. La cour condamne l'accusé à la réclusion criminelle à perpétuité. Un soupir de soulagement a parcouru le public. Le président a frappé de son marteau. La séance est levée. Julien a été emmené par les gardiens. Dans le public, sa mère pleurait en silence. Le procès était terminé. En septembre 2003, Julien a été transféré en prison. Il n'a pas fait appel. « J'accepte », a-t-il dit à son avocat. Sa mère n'est jamais venue le voir. Julien passait ses journées en cellule d'isolement. Regardant le mur, il pensait « Pourquoi ai-je fait ça ? Qu'est-ce que ça a changé de tuer mon frère ? Rien n'a changé. » Il regrettait, mais il était trop tard. Le 30 octobre 2003, exactement 14 ans après le jour où Louis aurait dû recevoir sa lettre d'admission, la mère s'est rendue au cimetière familial. Sur la tombe de Louis enterré à côté de son père, on pouvait lire sur la pierre tombale « Louis Moreau 15 mars 1960 et 1 à 27 octobre 1989 ». Lauréat du concours de la magistrature, la mère s'est agenouillée devant la tombe. « Louis, c'est maman. Le vent soufflait. Savais-tu que tu avais réussi, c'est ton frère qui l'a vu en premier. C'est pour ça. » La mère n'a pas pu finir sa phrase. Après avoir pleuré un long moment, elle a sorti quelque chose de son sac. C'était un cadre. À l'intérieur, il y avait la nouvelle lettre d'admission. « Tiens, c'est pour toi. C'est tard, mais prends-la. »
La mer a posé le cadre contre la pierre tombale. Si tu avais vécu, tu serais devenu un grand juge ou un grand procureur, comme ton père aurait été fier. La mère est restée assise là un long moment. Le soleil commençait à se coucher. Maman s'en va maintenant. Je reviendrai. La mère s'est levée lentement. Elle s'est éloignée en se retournant une dernière fois vers la tombe. Il ne restait que la pierre tombale, le cadre et le vent. En janvier 2004, Julien a écrit une lettre de sa cellule. Maman. Mais il ne l'a jamais envoyée. La lettre est restée dans son tiroir. Il y était écrit « Maman, je suis désolé. Je ne demande pas pardon, je n'en ai pas le droit. Mais je veux juste te dire une chose. Moi aussi, j'aimais Louis, comme un frère. Mais ma jalousie était plus forte que cet amour. C'est ça mon crime. Je porterai ce crime toute ma vie. » La lettre n'a jamais été envoyée. Sa mère ne l'a jamais reçue. 2010. 7 ans ont passé. La mère vivait toujours seule, tranquillement dans son petit appartement. De temps en temps, elle allait sur la tombe de Louis. « Louis, c'est encore maman. Ton frère est toujours en prison. Je ne suis jamais allé le voir. Je ne pouvais pas. » La mère vieillissait. Mais Louis restait éternellement âgé de 28 ans. Un jeune homme de 28 ans arrêté juste avant de réaliser ses rêves. 2015. 26 ans après la mort de Louis. La mère avait 85 ans. Un jour, elle a été hospitalisée. Une pneumonie. Quelques jours plus tard, elle s'est éteinte doucement. Ses derniers mots furent « Louis, maman arrive ». Les funérailles furent simples. Quelques proches seulement. Julien a été prévenu. Mais en tant que détenu, il n'a pas pu y assister. Il a pleuré seul dans sa cellule. « Maman, pardon ». La mère a été enterrée à côté de son mari et de Louis. La famille était de nouveau réunie à 3, sauf Julien. Sur la pierre tombale, 3 noms étaient gravés côte à côte. Jean-Pierre Moreau, Hélène Moreau, Louis Moreau, ils étaient maintenant ensemble. Les anciens lignes archisse, 35 ans ont passé. Julien est toujours en prison. Ses cheveux sont devenus blancs, son visage est couvert de rides. Chaque jour, il pense à la même chose. Si ce jour-là, j'avais rendu la lettre. Si j'avais dit à Louis félicitations. Si j'avais surmonté ma jalousie. Mais on ne peut pas changer le passé. Louis ne reviendra pas. Ses parents non plus. Julien est resté seul, condamné à perpétuité. C'est le chemin qu'il a choisi. Au petit matin du 27 octobre 1989, au moment où il a saisi la barre de fer, ce choix a tout changé. La maison de maître de Neuilly est maintenant un immeuble d'appartements. Des dizaines de familles y vivent. Personne ne sait qui était enterré sous cette terre pendant 14 ans. Quelle tragédie s'y est jouée. Seul le vent s'en souvient. L'histoire d'un frère en cet automne 1989. Au petit matin du 27 octobre 1989, un frère a tué son frère. La raison une seule, la jalousie. 14 ans plus tard, la terre a révélé son secret. Quel est l'aspect le plus tragique de cette affaire? La mort de Louis, ou le fait que Julien soit devenu un meurtrier peut être que la vraie tragédie est ailleurs. Le fait que 2 frères nés des mêmes parents ayant grandi ensemble n'aient pas pu se comprendre. Julien s'est senti toute sa vie comparé à son frère. Il a cru ne pas recevoir l'amour de son père. Mais était-ce vraiment le cas? Les parents aimaient probablement leurs 2 fils. Mais leur manière de l'exprimer était différente. Quand Louis était félicité, Julien l'interprétait comme un signe de mépris à son égard. Quand Louis réussissait, Julien se sentait comme un échec. La comparaison ne vient pas des autres mais de soi-même. Si seulement Julien avait fait un autre choix ce jour-là. S'il avait rendu la lettre d'admission à Louis et l'avait sincèrement félicité. « Louis, félicitations, tu es vraiment incroyable. » Un seul mot aurait suffi. Mais il a pris la barre de fer. Et à cet instant, la vie de 3 personnes s'est terminée. Louis est mort à 28 ans. Le père est mort sans avoir retrouvé son fils. La mère a vécu toute sa vie dans le chagrin. Et Julien, il est encore en vie. Mais est-il vraiment vivant vieillir dans une cellule de prison en répétant chaque jour les mêmes regrets? Est-ce cela vivre? Je pense aux 4 objets dans le coffre-fort. Le journal, la carte d'identité, le reçu, l'enveloppe. Pourquoi Julien ne les a-t-il pas jetés? Le procureur a dit un trophée de son crime. L'avocat a dit le remords. Mais peut être que ce n'est ni l'un ni l'autre. Peut être que Julien ne voulait tout simplement pas oublier. Qui il était, ce qu'il avait fait. C'était peut être la seule façon pour lui de rester humain. S'il avait jeté toutes les preuves et avait tout oublié, qu'est-ce que cela aurait été? Cela aurait été tuer Louis une 2e fois. L'effacer même de sa mémoire. Julien n'a pas pu le faire. C'est pourquoi il les a gardés dans le coffre, dans un endroit où il ne pouvait pas les voir tous les jours, mais où il savait qu'ils existaient.
En écoutant cette histoire, quelles sont vos pensées? Avez-vous déjà réfléchi à la compétition au sein de la famille? Quelle est votre relation avec vos frères et sœurs? Vos parents vous ont-ils donné un amour équitable? Avez-vous vous aussi grandi en étant comparé à quelqu'un? D'autres, cette blessure est-elle encore là? Le choix de Julien était extrême, mais le sentiment lui-même, beaucoup de gens l'ont ressenti. Pourquoi pas moi? Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi est-ce si difficile pour moi? Cette jalousie et ce sentiment d'infériorité, l'important est de savoir comment gérer ses émotions. Julien a choisi la destruction, mais nous pouvons choisir un autre chemin. Nous pouvons parler, nous pouvons dire honnêtement « Moi aussi je veux être reconnu, moi aussi je veux être aimé ». Un seul mot peut tout changer. Louis repose maintenant dans le caveau familial, à côté de son père et de sa mère. Sur sa tombe est gravé « Lauréat du concours de la magistrature ». Tardivement son rêve a été reconnu. Julien est en prison. Il n'en sortira jamais. C'est une condamnation à perpétuité. Les deux frères ne se reverront jamais. L'un est sous terre, l'autre derrière les barreaux. Si l'on pouvait revenir à ce moment à 3 heures du matin, le 27 octobre 1989, que dirait Julien? « Pardonne-moi Louis, c'est ma faute. Je te félicite sincèrement pour ta réussite. » Un seul mot aurait suffi. Mais le temps ne peut être remonté. Le regret arrive toujours trop tard. Et vous, quelle est votre relation avec votre famille?